Ok YouTube, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. Je veux parler de celui qui a fait irruption sur la scène politique française en septembre dernier, qui a créé son parti Reconquête et qui compte a priori plus de 100 000 adhérents, qu'on voit et qu'on entend partout sur les plateaux de télévision pour nous expliquer qu'il veut sauver la France. Je parle évidemment d'Éric Zemmour, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser avec vous 2-3 points sur mon approche. Alors que les choses soient claires, l'avis que je vais vous donner ne repose pas sur quelque chose de flou ou de lointain, d'un avis a priori que j'aurais sur Éric Zemmour. Non, j'ai pris le temps de regarder de nombreuses interventions qu'il a faites dans les médias. Je connaissais d'ailleurs Éric Zemmour avant qu'il soit candidat, je connaissais le polémiste, j'avais lu quelques-uns de ses livres. Donc l'approche que je vais avoir, c'est véritablement une approche rationnelle, pas du tout moralisatrice, qu'on soit clair. Et donc je vais essayer de peser les arguments pour et contre, en faveur ou en défaveur de la candidature d'Éric Zemmour. Donc si vous vous attendez à ce que je me comporte comme une groupie qui va encenser le nouveau Napoléon, vous êtes mal tombé. Et si d'un autre côté, vous vous attendez à ce que je repeigne Éric Zemmour en nouveau Hitler et néo-fasciste du XXIe siècle, vous êtes mal tombé aussi. Mais soyez rassurés, c'est pas parce que je vais avoir une approche nuancée et rationnelle qu'en définitive, mon jugement ne sera pas tranché et sans concession. On va peser le pour et le contre, les atouts et les faiblesses, voire les failles de la candidature d'Éric Zemmour. Et à la fin, grâce aux arguments que je vous aurai donnés, vous serez libre de vous faire votre propre avis. Oui, et je veux préciser aussi par avance que s'il y a des commentaires injurieux sous la vidéo, c'est pas du tout une attitude démocratique. La démocratie, c'est la confrontation des points de vue qui, par définition, sont divergents. Et si j'insiste sur ce point, c'est que s'il y a bien une qualité qu'on peut reconnaître à Éric Zemmour, c'est qu'il accepte toujours le débat, qu'il est toujours d'accord pour confronter les points de vue et qu'il le fait plutôt avec respect et loyauté. Donc si vous êtes un de ses partisans, essayez de prendre exemple sur votre bon chef. Alors commençons par les atouts d'Éric Zemmour, parce que s'il suscite l'engouement qu'il a actuellement et s'il a une certaine dynamique, bon, il ne peut pas avoir que des défauts. Donc il faut lui reconnaître que c'est quelqu'un d'assez cultivé, en tout cas il a de nombreuses références, il les mobilise souvent dans ses interventions médiatiques. Par ailleurs, c'est un formidable débatteur, ça fait des années qu'on le voit officier sur les plateaux de télévision. Et puis, c'est quelqu'un d'intellectuellement construit, il a une certaine idéologie qu'il sait défendre avec âpreté, et ça fait d'ailleurs des années qu'au moins il est cohérent avec lui-même, qui dit toujours la même chose sur son sujet phare, à savoir le choc des civilisations, le grand remplacement, le danger de l'islam, l'insécurité, etc., etc. Mais il y a peut-être une autre qualité encore qui est très importante pour expliquer la dynamique actuelle, c'est qu'Éric Zemmour, c'est pas un professionnel de la politique. Et c'est vrai que dans une scène politique où depuis des années, la plupart des Français, en tout cas beaucoup d'entre eux, ne voient plus que des menteurs et ont perdu toute confiance dans les professionnels de la politique, le fait qu'Éric Zemmour finalement soit un amateur et qu'il n'ait jamais participé à la représentation et au fonctionnement des partis ni à celui des institutions, ça peut lui donner auprès de certaines personnes un certain crédit, un certain gage, celui de l'honnêteté, de la sincérité de sa démarche. Et on se dit, au moins lui, il dit ce qu'il pense. Il a pris des risques il y a quelques années à soutenir les thèses qu'il soutenait. Et aujourd'hui, finalement, il y a une forme de justice à récompenser quelqu'un qui est cohérent avec lui-même et qui semble sincère dans ses interventions et ses prises de position. Mais bon, déjà à ce stade, il y a 2 observations liminaires que je tiens à faire. La première, c'est que l'honnêteté en politique, ça suffit pas. Ok, c'est une condition préalable indispensable. Mais ça ne suffit pas, parce que vous pouvez tout à fait vous tromper en toute bonne foi. Et puis la deuxième observation, vous allez le voir, c'est que je suis pas sûr qu'il soit aussi sincère qu'il veut bien le dire sur certains sujets, et en particulier le sujet qui pour moi est fondamental, la question de la politique économique et sociale. Et à ce stade, si vous avez bien suivi les positions qui sont celles d'Éric Zemmour, vous relevez peut-être déjà là un point de désaccord fondamental entre lui et moi. Parce qu'Éric Zemmour, il ne cesse de répéter que les questions économiques et sociales, c'est accessoire, c'est subsidiaire et que la question fondamentale, c'est celle de l'identité de la France.
Moi, je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense au contraire que l'essentiel, c'est la politique économique et sociale et que le reste est accessoire. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est parce que les questions économiques et sociales sont les seuls domaines où l'État a une vraie capacité d'intervention. Tout le reste relève de domaines sociétaux ou culturels qui relèvent de l'état d'esprit de chacun et où en réalité l'État a une capacité d'intervention qui est tout à fait limitée. Et puis bon, ça touche quand même aux questions qui sont fondamentales et dont d'ailleurs les sondages révèlent que ce sont les préoccupations premières des Français. Je parle bien sûr du pouvoir d'achat, du niveau des salaires, du taux d'emploi dans la société et donc du chômage, mais aussi de la qualité des services publics. Bref, vous voyez que toutes ces questions-là, ce sont celles qui nous touchent tous au quotidien, dans la vie de tous les jours. Alors Éric Zemmour considère que la politique économique est accessoire, mais bon, il a quand même évidemment dans son programme dit des choses, et c'est ça qu'on va analyser. Je suis allé sur son site internet tout simplement, et je suis allé voir ce qu'il proposait et également quel était son diagnostic. Je vous rappelle d'ailleurs au passage que tous les mouvements sociaux qui ont surgi pendant le quinquennat Macron, je pense en particulier aux Gilets jaunes, mais aussi à la grève contre la réforme sur les retraites, ce sont des préoccupations qui sont économiques et sociales. C'est ça que les gens veulent voir changer dans le pays en priorité. Alors je commence par le diagnostic que pose Éric Zemmour sur la situation économique de la France. Et c'est déjà très intéressant, parce que en dehors des données qui sont tout à fait neutres, sur lesquelles tout le monde s'entend, c'est-à-dire le niveau d'endettement public, le niveau de déficit commercial du pays, en dehors de ça, on aperçoit que déjà le diagnostic d'Éric Zemmour, il est très orienté sur le plan économique. Oui, parce qu'il nous explique que la France est championne européenne des impôts, il nous explique que les entreprises françaises sont bien moins compétitives que leurs concurrentes au sein de l'Union européenne, et puis il nous explique aussi qu'on a un niveau de dépenses publiques dans le pays qui est très supérieur à la moyenne européenne. Et disons-le clairement, ce tableau d'ensemble, c'est exactement le même que celui fait par Emmanuel Macron, ou d'ailleurs Valérie Pécresse. Je trouve ça bizarre quand même. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Alors j'en viens aux fiches programmatiques du candidat Éric Zemmour, sur lesquelles il affiche bien entendu les objectifs qu'il se donne pour redresser la France. Qu'y a-t-il? Restaurer la compétitivité des entreprises françaises, réindustrialiser le pays et favoriser la production française. Bon, rien d'original, et en tout cas, ce sont des objectifs sur lesquels tout le monde, ou presque, va être d'accord. Mais le vrai débat politique, c'est quelles solutions on met en place pour parvenir à ces objectifs. Et c'est là qu'il va y avoir différentes interprétations, et je vous le dis clairement, maintenant, ce que je vais dire, c'est mon avis, sur la base de ma grille de lecture, qui manifestement n'est pas la même qu'Éric Zemmour, mais pour que vous puissiez trancher ensuite vous-même, je vais vous donner des arguments, et c'est sur la base de ces arguments et de votre réflexion personnelle que vous pourrez vous positionner. Et pour la démarche, je vais commencer par prendre proposition par proposition en commentant et en donnant mon avis, et puis ensuite je ferai une analyse d'ensemble, le bilan général du programme économique du candidat Éric Zemmour. Alors, dans la partie du programme économique qui concerne les entreprises, la première proposition d'Éric Zemmour, c'est de réduire les impôts sur la production de 30 milliards d'euros. Disons-le clairement, c'est exactement la même logique que celle d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs que celle de François Hollande avant lui. Je pense notamment au crédit impôt compétitivité emploi, le CICE, qui était un allègement de cotisations sociales qui a été pérennisé maintenant sous Emmanuel Macron. Et on sait quel effet ça a donné. C'est venu gonfler les distributions de dividendes des plus grandes entreprises de ce pays. Donc franchement, baisser les impôts sur la production pour les grandes entreprises de ce pays, c'est vraiment, mais alors vraiment pas la priorité. Et d'ailleurs, ce que je relève aussi, c'est que bizarrement, c'est exactement la formulation qui est utilisée par la Commission européenne dans les injonctions qu'elle donne à la France en matière de politique économique. Vous savez, ces injonctions, ce sont les fameuses GOPE, les grandes orientations de la politique économique. C'est bizarre aussi, ça, quand même. Oh, eh ben voyons. La deuxième proposition, c'est de baisser le taux d'impôt sur les sociétés à 15% pour les petites entreprises, les artisans, les commerçants, les agriculteurs.
Alors là, il faut quand même dire les choses, hein. Cette proposition, en fait, c'est déjà ce qui existe. C'est-à-dire que jusqu'à 38 000 euros et quelques de bénéfices, eh bien, le taux d'imposition sur les sociétés, c'est déjà 15%. Donc je vois pas ce qu'il propose de nouveau, sauf à ce qu'il relève ce seuil de 38 000 euros et pour le fixer, je sais pas, à 50 000, 70 000 ou 100 000. Et il ne dit strictement rien dans sa fiche. Donc en l'état, je ne vois absolument pas ce qu'il change à la réglementation actuelle. Ça me sert à rien. La troisième proposition, c'est de simplifier les démarches administratives pour les entrepreneurs. Alors disons-le aussi, ça c'est vraiment la tarte à la crème. Ça c'est vraiment les propositions que tous les candidats libéraux font à chaque fois, sauf qu'ils nous disent jamais comment, c'est un mystère. Qu'est-ce qu'on va simplifier ? On n'en sait strictement rien. Donc franchement, cette proposition-là, il faut considérer à mon sens que c'est du vent. C'est nul! Alors ensuite, on a 3 propositions qui paraissent assez ambitieuses, mais on n'a pas vraiment d'explication. La première, c'est la création de zones franches industrielles dans les régions touchées par la désindustrialisation. La deuxième, ce serait de créer un grand fonds souverain en prélevant sur l'épargne des livrets A. Et puis la troisième, ce serait d'élargir le contrôle des investissements étrangers. Bon, franchement, sans explication technique, c'est rigoureusement impossible de savoir de quoi il retourne et donc d'émettre un avis. Et à ma connaissance, Éric Zemmour n'a jamais précisé ses propositions dans ses interventions médiatiques. Oh, il s'embête pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Ensuite, Éric Zemmour veut obliger la commande publique à privilégier des produits français. Alors moi, ça, je trouve que c'est une bonne idée, mais disons-le, c'est strictement interdit par les règles de l'Union européenne. Et puis enfin, il veut mettre en place un Patri-score qui permettrait aux consommateurs français d'identifier quand les produits sont bien d'origine française. Alors ok, ça c'est plutôt une bonne idée. J'écarte ensuite la proposition d'Éric Zemmour sur le fait de limiter les droits de donation en matière de succession d'entreprise, parce que je ne vois pas vraiment le lien avec le fait de favoriser la production française, et puis surtout, je considère que c'est ni plus ni moins qu'un cadeau fiscal qui est fait à des familles qui sont déjà suffisamment fortunées. Je passe maintenant au programme pouvoir d'achat et je vais me concentrer sur les travailleurs. Alors la première proposition qui est faite, c'est de réduire une partie des cotisations sociales pour permettre une augmentation du salaire net de 100 euros par mois. En fait, ce que dit Éric Zemmour à chaque fois, c'est la même chose. Il explique que le salaire brut en France serait trop haut et que le salaire net serait trop bas. Et là, je vous ai déjà expliqué le piège de cette proposition. Elle ne va pas du tout enrichir les salariés français. En fait, ça consiste simplement à vous donner dans la poche droite ce qu'on vient de vous prendre de la poche gauche. Parce que quand on vous prend des cotisations sociales, c'est forcément des prestations, des services en moins qui vous seront donnés par la sécurité sociale. Alors bien sûr, Éric Zemmour, il explique qu'il va financer tout ça en supprimant l'ensemble des prestations non contributives qui sont versées aux étrangers. Allocation familiale, le RSA, les allocations logement, etc. Ça, désormais, ça sera réservé aux Français. Donc, avec ça, je fais une économie de 20 milliards d'euros. Mais déjà, son chiffrage, il est contestable parce que lui parle de 15 à 20 milliards d'euros d'économie. Comment? Il l'explique pas, alors que d'autres avancent plutôt le chiffre de 6 milliards. Donc ça veut dire que s'il peut pas financer l'ensemble de ces mesures par la suppression des allocations aux étrangers, quoi qu'on pense par ailleurs de cette méthode de financement, ça veut dire que Éric Zemmour, il va vous faire les poches. Comment? En réduisant les contreparties, les prestations qui vous seront servies par la sécurité sociale. Et puis, autre remarque au passage, quand on vous augmente le salaire net, eh bien, ce ne sera pas pris en compte pour le calcul de votre retraite. Ah oui, puisque si c'est du salaire net, par définition, c'est qu'il n'y a pas de cotisation sociale qui est associée. La deuxième proposition, c'est de défiscaliser complètement la prime de participation et de la rendre obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés. Alors, sur le principe, pourquoi pas, mais même remarque, la prime de participation, elle ne rentrera pas dans le calcul de la retraite. Il faut quand même que vous en ayez conscience. Et puis, bon, la deuxième remarque, c'est pour la cohérence du propos général, c'est que quand vous allez obliger les entreprises de plus de 11 salariés à mettre en place la participation, eh ben, c'est une sacrée démarche administrative en plus quand même. Et c'est carton rouge, oh non! Et voilà,
ce que je redoutais, c'est épouvantable. Mais sur le principe, ok, ça peut augmenter le pouvoir d'achat et on peut dire que c'est une mesure d'urgence. Ensuite, Éric Zemmour propose de faire rembourser par les employeurs 50% des frais de carburant qui sont exposés par les salariés pour leur trajet domicile-travail. Alors là, franchement, cette proposition, je suis assez dubitatif. J'y crois pas beaucoup, parce qu'on a compris, la logique d'Éric Zemmour, c'est de baisser le coût du travail pour les entreprises. Donc s'il prend toute une série de mesures pour aider les entreprises, c'est pas pour augmenter leurs charges par ailleurs. Et la dernière mesure, c'est d'exonérer totalement d'impôts et de cotisations sociales les heures supplémentaires, parce que en l'état actuel, l'exonération d'impôts est limitée à 5 000 € et celle en matière de cotisations sociales, ça représente à peu près la moitié du niveau des cotisations. Entre le moment où on a tourné et aujourd'hui, Zemmour nous a rajouté une nouvelle mesure en soum-soum, créer une prime et recharge au mérite. Alors pourquoi pas, mais ce n'est pas contraignant pour les employeurs, et cela risque surtout de créer un effet d'aubaine pour ceux qui versaient déjà des primes à leurs salariés. C'est ballot. Voilà, c'est tout le programme économique d'Éric Zemmour pour, soi-disant, réindustrialiser la France. Vous voyez l'ampleur de la tâche à accomplir pour relocaliser une partie des productions dans le pays. Et lui, son programme économique, ça tient sur 2 pauvres fiches PDF, 20 lignes. Franchement, c'est fait par des stagiaires, son truc. Bon, j'en viens maintenant au bilan économique général qu'on peut faire du programme d'Éric Zemmour. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que ces propositions s'inscrivent exactement dans le même état d'esprit que celles avant Éric Zemmour d'Emmanuel Macron, de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, de François Mitterrand. Bref, ce qu'ils proposent, c'est la politique économique qui est appliquée en France depuis 1983, c'est-à-dire depuis près de 40 ans. Alors ok, il y a quelques mesurettes qui sont intéressantes, comme réserver la commande publique aux produits français, ou encore permettre aux consommateurs d'identifier quels sont les produits et dans quelle proportion qui sont fabriqués en France. Enfin bon, vous voyez bien que c'est quand même pas avec ça qu'on va reconstituer un appareil productif français digne de ce nom. Et pourtant, c'est l'urgence absolue du moment. Il faut bien que vous compreniez ça, les gens. Il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat possible si on ne réindustrialise pas massivement le pays. Pour pouvoir répartir de la richesse, il faut la produire. Or, ça fait 30 ans que notre pays se fait dépouiller de ses fleurons industriels et nous sommes entrés effectivement dans un déclin économique. Et c'est pas avec le programme d'Éric Zemmour qu'on va redresser le pays. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ce qui me pose un très très gros problème, c'est qu'Éric Zemmour, tout ça, il le sait pertinemment. Il sait très bien qu'en gros, il y a 2 modèles économiques qui s'opposent. Il y a le modèle libéral qui tient pour acquis qu'on est dans la mondialisation sauvage avec du libre-échange et que finalement les entreprises sont en concurrence sur un grand marché et que la seule solution c'est de baisser les impôts, baisser les coûts de production pour essayer de faire en sorte que le moins d'entreprises possible partent à l'étranger parce qu'on tient pour acquis que les capitalistes vont aller placer leurs investissements dans les pays qui sont les plus attractifs à la fois sur le plan fiscal mais aussi sur le plan social. Et puis ensuite, vous avez un deuxième modèle qu'on pourrait dire interventionniste ou protectionniste, c'est-à-dire qu'on va assumer le rôle de l'État, sa capacité d'intervention, de régulation, d'encadrement des rapports économiques et qui va notamment pratiquer des barrières douanières, des droits de taxes pour protéger certains secteurs d'activité nationaux contre la concurrence étrangère. Pour que vous compreniez bien, je vais prendre un exemple. En Pologne, le salaire minimum, il est aux environs de 500 € par mois, alors qu'en France, le SMIC, il est à environ 1 200 € net par mois. Il est bien évident que si vous vous placez, et c'est le cas avec l'Union européenne, dans une situation de libre-échange, les entreprises, si elles peuvent produire en Pologne, elles vont délocaliser en Pologne, parce que le coût de production sera extrêmement moins cher. Donc la seule solution pour essayer d'éviter ces délocalisations et que les emplois
partent à l'étranger, et dans l'exemple, en l'occurrence en Pologne, c'est de mettre des taxes aux frontières de la France sur tous les produits qui seraient fabriqués en Pologne, dès lors que l'entreprise veut les commercialiser en France. Et donc, vous mettez un niveau de taxe suffisant pour qu'en gros, l'économie que l'entreprise a faite en produisant en Pologne, eh bien, soit totalement neutralisée par le niveau de la taxe. Et de cette manière, vous incitez l'entreprise à relocaliser sa production en France si elle veut vendre ses produits en France. Et comme je vous le disais, Éric Zemmour, il le sait tout ça. Il sait que le libre-échange de l'Union européenne favorise les plus riches des pays développés et des pays en développement au détriment des classes moyennes des pays développés. Il sait très bien que l'euro a cassé la compétitivité de nos entreprises. Il sait très bien qu'en fait, dans l'Union européenne, vous n'avez qu'un choix, c'est soit le chômage, soit la précarité. Et donc il sait très bien que si on veut changer tout ça, si on veut produire une vraie rupture sur le plan économique, il faut remettre des frontières commerciales et il faut mettre fin à l'euro. Et ce que je viens de dire là, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que disait Éric Zemmour il y a encore 4 ans. Mais l'ouverture veut dire aussi l'ouverture pour les capitaux. L'Europe veut dire aussi le marché concurrentiel sans frontières et le dumping fiscal des États membres entre eux. La mondialisation est forcément libérale et favorise depuis 30 ans les plus riches des pays riches et les plus riches des pays pauvres au détriment des classes moyennes des pays riches. C'est injuste, mais c'est ainsi. Si on veut changer cela, il faut changer de système. Mais cela signifie entre autres le retour des frontières et la fin de l'euro. Oui, parce que, alors qu'Éric Zemmour, il a compris tout ça, regardons quel est son programme sur l'Europe. Alors oui, bien sûr, sur la fiche programmatique consacrée, vous avez des belles formules. On va mettre fin à la fuite en avant fédéraliste, on va construire l'Europe des nations. Enfin, tout ça, c'est des formules qui sont totalement fumeuses. C'est du lyrisme, c'est de la poésie, comme dirait Éric Zemmour. Mais concrètement, on fait quoi? On sort du marché unique qui consacre le libre-échange ou on n'en sort pas? On met fin à la directive des travailleurs détachés qui font qu'il y a des Européens qui viennent en France en particulier travailler en payant des cotisations sociales dans leur pays d'origine. On sort de l'euro, sachant que c'est cette monnaie-là qui nous contraint à mener une certaine politique économique qui nous est dictée par l'Union européenne, ou on reste dans l'euro. Vous voyez que sur toutes ces questions extrêmement concrètes et qui sont essentielles, fondamentales, Éric Zemmour ne dit strictement rien. En fait, sa position sur l'Union européenne, elle consiste à ménager la chèvre et le chou. Ce qu'il veut, c'est créer un effet Barnum où les souverainistes voudront croire qu'Éric Zemmour va adopter une logique de rupture avec l'Union européenne, et puis les européistes voudront voir que finalement Éric Zemmour il est rassurant parce qu'il n'entend pas du tout rompre avec l'Union européenne. Mais quand même, si vous prêtez attention aux interventions médiatiques d'Éric Zemmour, on voit bien de quel côté la balance penche. Et donc quoi, on sort de l'Europe? Parce que s'il n'y a qu'une seule souveraineté, la souveraineté nationale, la conséquence c'est qu'il faut sortir de l'Europe. Attendez, pas du tout. Pas du tout. Donc oui, je l'affirme. Sur les questions économiques qui dépendent intrinsèquement du maintien ou non de la France dans les règles de l'Union européenne, Éric Zemmour est un manipulateur. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout le seul à le penser. Je suppose que vous n'allez pas classer Zemmour dans le camp des candidats non maastrichtiens, puisqu'il est pour rester dans l'Union européenne, il est pour rester dans l'euro, il ne remet pas du tout en cause cette monnaie. C'est un candidat maastrichtien comme les autres, Éric Zemmour, oui, selon vos termes? Oui, oui. Et lui, il est malin parce qu'il ne va pas dire Frexit, on en sort parce qu'on n'a plus de souveraineté. Si on veut recouvrer la souveraineté qui nous permettra de mener notre politique, il faudra qu'on ait notre autonomie et notre indépendance. Il dit juste, on fera comme si l'Europe n'existait pas. Qui n'est pas possible. C'est pas possible. Je voudrais insister sur un élément manquant qui est pourtant fondamental en matière économique. Oui, parce que je fais une parenthèse, parfois il faut moins s'intéresser à ce qui est dit qu'à ce qui n'est pas dit. Je pense notamment dans mes dossiers, quand vous avez un avocat qui conclut et qui produit ses pièces, si vous vous en tenez à ça, vous vous dites il a raison. Et ce qu'il faut voir pour trouver la vérité, c'est souvent dans les pièces qui ne sont pas produites. Et très bizarrement, Éric Zemmour, alors qu'il y a une fiche qui est dédiée à la lutte contre la fraude sociale, il n'a strictement rien à dire sur la lutte contre l'évasion fiscale.
c'est quand même bizarre parce que la lutte contre la fraude fiscale, ça représente, selon les estimations, environ 80 à 100 milliards d'euros par an. Pourquoi Éric Zemmour, il ne dit rien sur ce sujet qui est fondamental, à savoir le fait que les plus riches de ce pays pratiquent massivement l'évasion fiscale et bénéficient d'ailleurs par ailleurs d'un certain nombre de niches fiscales qui leur permettent de payer en proportion beaucoup moins d'impôts que le reste de la société, je pense en particulier aux classes moyennes et aux classes moyennes supérieures. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Que les choses soient claires, si vous voulez que rien ne change, c'est-à-dire que si vous voulez pas que les services publics s'améliorent, si vous voulez pas que le taux d'emploi s'améliore, si vous voulez pas que le niveau des salaires s'améliore, bon, si vous voulez que tout reste comme avant sur le plan économique et social, bah, allez-y, votez Zemmour. Sur le plan économique, ce sera exactement comme Emmanuel Macron. En fait, on va parler d'économie et j'en suis ravi. Ouais. Ça m'intéresse, ça me passionne, ne croyez pas... Ah mais j'ai pas du tout dit ça. Hein. Ça m'intéresse beaucoup. Simplement, j'ai mis des mois à faire comprendre aux gens qu'il y avait des hiérarchies. Mais je sais il y avait des priorités. C'est ce que j'ai dit en ouverture. Voilà, bon. Exactement. Et donc, que vous vous ennuyiez pour l'économie, je suis très content parce que, effectivement, la révolution est ailleurs. J'en arrive maintenant au sujet évidemment sur lequel est identifié Éric Zemmour, qu'il met sans arrêt en avant, la question de l'identité de la France, du danger que représenterait l'islam, etc., etc. Bon, là-dessus, je vais pas reprendre les fiches, parce que Éric Zemmour, il les énumère, il les égrène à chacun de ses passages télévisuels. Et surtout, je ne veux pas rentrer dans sa logique, parce qu'il a une manière de présenter les choses qui est extrêmement confuse, qui mélange tout et n'importe quoi, et franchement, ça aide pas du tout à y voir clair sur l'ensemble de ces sujets. En gros, à quel problème qui existe en France renvoient ces sujets? Pour dire les choses simplement, au terrorisme et à la délinquance. Bon, je mets le terrorisme de côté parce que c'est une question très particulière et que tout le monde est d'accord pour lutter contre le terrorisme. Je pense que ça fait consensus. Alors moi, vous le savez, je suis pas un spécialiste de ces questions. Et en tant que citoyen, j'ai quand même un avis. Et mon avis, c'est que si Éric Zemmour peut faire des constats qui sont justes, qui sont vrais, en revanche, je ne partage pas du tout, mais alors pas du tout ces diagnostics. C'est-à-dire les raisons qui expliquent les problèmes qu'il pointe du doigt. Parce que, de toute façon, qu'on entre dans le détail ou non, ces diagnostics consistent à essentialiser et à monter une communauté contre une autre. Pour dire les choses simplement, la culture française traditionnelle, selon lui, à la communauté musulmane. Et ça, disons-le, c'est une impasse parce qu'il n'y a pas de solution possible quand vous posez le problème en ces termes. Et du coup, les solutions qu'il propose ne vont résoudre absolument aucun des problèmes qu'il pointe du doigt. Je pense notamment à la mesure qui consiste à dire qu'il va expulser les délinquants étrangers. Bon, j'espère que vous avez compris qu'il parle des délinquants qui sont de nationalité étrangère. Il n'est pas en train de parler qu'il va expulser les délinquants en fonction de leur couleur de peau ou de leur religion. Alors réfléchissez un peu, des délinquants étrangers, bon, vous en avez peut-être en France, d'accord, mais la grande majorité de la délinquance, elle vient de citoyens qui sont français, peu importe leur couleur de peau ou leur religion, ils sont français. Donc vous pouvez les renvoyer dans aucun pays puisque leur pays, c'est la France. Donc expulser les délinquants étrangers, ça va pas du tout résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui, notamment en matière d'insécurité dans notre pays. Oui, parce que moi, je suis comme tout le monde, évidemment que je suis contre la délinquance. Évidemment que je suis pour que dans un état de droit, eh bien, quand vous avez des personnes qui commettent des infractions, notamment des agressions ou des vols dans la rue, eh bien, évidemment qu'ils soient condamnés par la loi et qu'ils aillent en prison. Personne ne discute ce point en réalité. De la même manière, quand Éric Zemmour dit maintenant ce sera immigration zéro, ça va strictement rien régler au problème actuel qui se pose dans le pays. Puisque par définition, Éric Zemmour nous dit il y aura plus de personnes étrangères qui viendront en France. Bon, peu importe ce qu'on pense de cette mesure, qui, à mon avis, est tellement binaire et non nuancée qu'elle en est stupide. Il est bien évident que, comme les délinquants sont pour la grande majorité des Français, arrêter l'immigration, ça va pas du tout mettre fin à la délinquance. Écoutez, je sais que le problème de l'insécurité, il se pose avec acuité dans le pays. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Mais soyons raisonnables, ça fait 40 ans, au moins, qu'on est en train de créer ce problème.
il est évident que c'est pas avec une baguette magique qu'on va pouvoir, avec des solutions immédiates, résoudre ces problèmes-là. Ça va prendre du temps. Il faut se faire une raison. Il faut essayer de penser en adulte. Vous savez, la délinquance, elle est jamais liée à la couleur de peau ou à la religion. Vous comprenez bien que quand un bébé naît, c'est pas parce qu'il est de telle ou telle couleur ou qu'il naît d'une famille qui est de telle ou telle religion qu'il est prédestiné à devenir délinquant. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Vous le voyez bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la délinquance, en revanche, elle est toujours liée au niveau de pauvreté, à la misère qu'il y a dans le pays. Alors, j'entends souvent des gens dire « Ah, mais il y a plein de pauvres qui sont pas des délinquants ». Mais c'est un sophisme, ça. C'est pas du tout un raisonnement qui tient la route. Personne ne dit que si vous êtes pauvre, vous allez automatiquement devenir un délinquant. Personne ne dit ça. En revanche, l'argument qui permet de confirmer que c'est bien la pauvreté qui est liée à la délinquance, qui va engendrer la délinquance, c'est que vous avez jamais vu un bourgeois né dans le 16e ou à Versailles commettre des infractions de type agression dans la rue ou vol à la tire. Pourquoi tu dis ces vieux cochons de bourgeois? Bon, pour eux, c'est la délinquance en col blanc, c'est leur domaine réservé. Mais vous comprenez bien qu'il n'y a jamais un riche qui devient un délinquant de la rue. Ça n'existe pas. Ce problème-là, il ne concerne que les pauvres. Donc arrêtons de se focaliser et d'essentialiser les questions de couleur de peau ou de religion. Le problème, c'est la pauvreté. Si vous voulez qu'il y ait moins de délinquance dans ce pays, il faut permettre à tous les citoyens de pouvoir s'en sortir. Et pour ça, il y a 2 piliers qui sont essentiels, qui sont l'éducation et l'économie. Si on redresse la France sur ces 2 piliers qui sont fondamentaux, alors on pourra donner un espoir, des perspectives d'avenir à tous les jeunes de ce pays, et je peux vous assurer que le niveau de délinquance, il va chuter drastiquement. Oui, parce que on sait bien, on a suffisamment d'expérience dans l'histoire pour savoir que c'est pas par un regain d'autorité, en tapant du poing sur la table, qu'on va résoudre ces problèmes. Je veux dire, ça n'a strictement aucun sens. Les gens dont on parle, ce sont des adultes. Comment voulez-vous, à une échelle politique, taper du poing sur la table? À part mettre les gens qui commettent des infractions en prison, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Parce que l'étape d'après, on bascule dans des régimes totalitaires, disons-le. C'est les camps de concentration. Ou c'est même le génocide. Donc vous voulez faire des crimes contre l'humanité? Soyons sérieux 2 minutes. Il n'y a qu'une seule solution raisonnable. Il y a 5 ou 6 millions de personnes françaises qui sont musulmanes. Vous voyez bien que si toutes ces personnes-là étaient délinquantes, le pays sera à feu et à sang, ce serait le chaos partout. C'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce qu'à l'évidence, la très grande majorité d'entre eux respectent tout à fait les lois du pays. Et donc il n'y a pas d'autre solution que de vivre ensemble. La seule solution, elle est là. Et pour ça, tâchons de remplir les frigos de tout le monde. Je peux vous assurer que le niveau de tension, il va baisser drastiquement dans le pays. Donc si vous pensez que l'urgence, c'est de partir en guerre contre l'islam, je vous assure que vous vous trompez totalement et qu'on va être punis, nous, la France, nous les Français, très très sévèrement. Parce que l'urgence actuellement, c'est le déclin économique du pays qui pourrait voir notre niveau de vie chuter, mais dans des conditions que vous ne pouvez même pas imaginer dans les années à venir. Donc je peux vous dire que ça va nous faire très mal si on ne se saisit pas de manière urgente de ce sujet-là. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Plutôt que de diviser au sein de la communauté nationale, bien au contraire, il faut rassembler l'ensemble des Français, au-delà des questions d'ethnie ou de religion, pour reconstituer un appareil productif français. Il faut se retrousser les manches, aller au travail, donner du travail à tout le monde, et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Pour faire un bilan, vous l'avez compris, je ne suis à peu près d'accord avec rien de ce que propose Éric Zemmour, ni avec son programme économique qui ne permet à mon sens pas du tout de réindustrialiser le pays, ni avec ses théories foireuses sur le choc des civilisations et le grand remplacement, parce que ce sont des impasses logiques qui sont évidentes et qu'on est dans un moment où il faut rassembler le pays plutôt que le diviser. J'en viens maintenant à un dernier point, parce que en fait, il y a un atout qu'Éric Zemmour a dans sa poche et que j'ai pas mentionné, c'est qu'il se présente comme le candidat anti-système. Il est contre ces élites bien pensantes, il est contre ces journalistes gauchistes, adeptes du wokisme, et en fait c'est sur cette fibre-là qu'il joue, et franchement, disons-le, ça c'est une imposture.
Éric Zemmour, il est le représentant d'une certaine bourgeoisie. Il faut quand même savoir qu'Éric Zemmour, il est activement soutenu par Vincent Bolloré. C'est pour ça que vous le voyez très souvent à CNews ou à Europe 1, qui sont les médias détenus par Vincent Bolloré. Et puis, il est soutenu par des énarques, il est soutenu par des traders. Bref, il est soutenu par toute une partie de la bourgeoisie française. Et en fait, Éric Zemmour, il incarne parfaitement le rôle que traditionnellement joue l'extrême droite dans l'histoire, c'est-à-dire qu'à un moment où les tensions et les contestations sociales montent dans le pays sur la question du partage des richesses, eh bien une partie de la bourgeoisie fait le choix de s'allier avec l'extrême droite pour désigner un bouc émissaire, faire diversion et capter ainsi la colère légitime de millions de citoyens pour la détourner, la neutraliser et empêcher un vrai changement du système. Et c'est pour ça qu'Éric Zemmour, il ne dit rien de la lutte contre l'évasion fiscale. C'est pour ça qu'il propose absolument pas une meilleure répartition des richesses pour qu'elle soit plus équitable. Alors pourtant, on est dans un moment absolument fou où les grandes fortunes augmentent leur patrimoine dans des conditions jamais vues. Vous avez quand même vu passer des informations qui nous expliquent que les grosses fortunes ont plus augmenté leur patrimoine pendant la crise Covid qu'au cours des 10 dernières années. C'est-à-dire que plus il y a des crises économiques, plus les gens souffrent et plus les gens qui sont tout là-haut s'enrichissent. Enfin, vous voyez bien que le système, il est complètement déconnant. Et puis je vais insister sur un dernier point. Éric Zemmour, il n'arrête pas de faire référence au général de Gaulle. Franchement, je pense que le général de Gaulle, il se retourne dans sa tombe quand il entend Éric Zemmour. Parce que le général de Gaulle, c'est lui qui justement a pensé et réfléchi à une troisième voie entre le capitalisme et le communisme. Moi, je suis certain que le général de Gaulle, vivant, jamais il n'aurait accepté de telles inégalités de richesse, jamais il n'aurait accepté que l'État soit à ce point affaibli dans ses capacités d'intervention économique, jamais il n'aurait accepté que la France soit aussi rabaissée et qu'elle n'ait plus la possibilité de dire son mot à l'ensemble des pays du monde, parce que vous pouvez faire le fanfaron sur la scène internationale, mais si vous n'avez pas d'industrie, vous ne pèserez rien dans les rapports de force géopolitiques. Si vous n'avez pas d'industrie, vous ne pourrez pas être militairement indépendant. Bref, ce sont les conditions indispensables si l'on veut redonner toute la place de la France dans le monde. Donc bon, Éric Zemmour, l'antisystème, laissez-moi rire. Il n'a rien d'antisystème. Le système, c'est avant tout les institutions qui garantissent l'ordre capitaliste, l'ordre économique, avec tous les privilèges dont usent et abusent l'ensemble des classes dominantes. Et donc il est évident que c'est pas en s'en prenant aux journalistes gauchos, bobos, je sais pas quoi, qu'Éric Zemmour met en danger le système. Donc maintenant, vous voterez ce que vous voulez, mais au moins vous pourrez pas dire qu'on vous aura pas prévenu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout à vous abonner à la chaîne Praxis, parce qu'on va se concentrer dans la période exclusivement sur la campagne présidentielle et on va essayer de produire le maximum de contenu pour éclairer au mieux possible vos choix. Allez, à bientôt.